Bonjour vous autres. Alors, c'est avec cette savoureuse voix pleine de microbes que je vous dis bonjour puis que je lance la nouvelle semaine de vlog. J'ai conclu le précédent vlog un peu abruptement parce que en ce moment avec le gros rhume que j'ai, c'est vraiment compliqué pour moi de parler longtemps. Puis j'ai pas vraiment le cerveau de toute façon pour lire tant que ça. J'étais en pleine lecture d'un nouveau livre, mais que j'ai même pas pu me dire que j'allais le terminer pour pouvoir vous en parler dans l'ancien vlog. Donc vous êtes chanceux parce que c'est dans ce vlog-ci qu'on va en savoir plus sur ma lecture en cours qui est A Slowly Dying Cause d'Elizabeth George. Donc c'est son plus récent, ça fait partie des enquêtes de l'inspecteur Lily Evers. Cela dit, j'en suis rendue à plus, peut-être au 5e. Je suis environ à la page, environ 140 sur 620 à peu près. Puis on a évoqué Lily Evers, mais on est pour le moment en Cornwall, à Cornwall, donc en Cornouailles, et on suit des enquêteurs qui sont sur place, des enquêteurs locaux. Et même si on a interpellé le fameux duo Lily Evers, je ne sais pas trop de quelle façon ils vont être impliqués. J'ai l'impression que Evers va être impliqué officieusement par la bande parce que visiblement quelqu'un de la vie de Lynley que Evers connaît aussi un peu. Sa famille lointaine est un peu impliquée, on dirait, dans qu'est-ce qui va se passer. Pour rappel, on est donc en Cornouailles et on va y retrouver le meurtre violent d'un homme qui s'appelle Michael Lubb, donc il va être retrouvé assassiné dans son atelier de fer-blancherie et il fait du fer blanc et de l'étain. Et il va être retrouvé par Jeffrey Henshaw, je pense de mémoire, qui était là, lui, en fait, parce que c'est quelqu'un qui fait de la prospection pour une compagnie minière qui essaye de racheter les terres pour pouvoir faire de la prospection, évidemment, puis c'est installer les bureaux. Puis dans le fond, ils se promènent de propriétaire terrien en propriétaire terrien pour essayer de les convaincre de signer pour vendre leur terre. Oui, en 2025, on est encore là-dedans. Et donc, c'est ça, cette personne-là va le trouver et va s'ensuivre, bien entendu, une enquête. Plus ça va aller, puis plus on va en apprendre sur le fameux prospecteur qui a découvert Michael Lubb. Sa vie est un peu singulière. C'est quelqu'un qui était avant dans l'enseignement puis qui s'est retrouvé prospecteur parce que, visiblement, il y a eu des relations qui n'étaient pas tout à fait appropriées dans le cadre de ses fonctions. Je vous rassure, on est vraiment dans des relations consensuelles, parce que c'est pas le seul là-dedans, consensuelles avec des personnes majeures. Cela dit, c'est pour vous, c'est un avertissement, les relations consensuelles entre personnes majeures, mais dont la différence d'âge est très, très grande, peut-être faire attention. Donc, on sent que ce fameux homme-là, c'est ça qui le concerne. Et Michael Lubb s'est remarié après avoir quitté sa femme, avec ses enfants et tout, avec une jeune femme qui également avait une très grande différence d'âge avec lui. Donc, voilà. Ça, c'est anecdotique, vous allez me dire, mais on est là-dedans. Et plus ça va, puis plus on fouille, puis plus on se rend compte que c'est compliqué un peu, la vie de Michael Lubb. Plusieurs personnes pouvaient potentiellement lui en vouloir, que ce soit au niveau personnel, au niveau économique, potentiellement, vu que son terrain était vraiment convoité et tout. Et voilà, on va voir l'enquête qui va avancer. Et plus ça va, puis plus j'ai l'impression qu'on va avoir des révélations terribles. Alors, l'écriture d'Elizabeth George est toujours aussi délicieuse, bien faite, habile. On croit aux personnages, ils nous font réagir, dont le fameux Michael Lubb, parce que il a l'air super comme sympathique d'emblée, mais en même temps, plus on en apprend sur lui, puis on est comme juste Puis là, on est comme pas trop sûr finalement si on est censé lui donner notre confiance. Bref. Donc voilà, c'est où j'en suis. J'en suis déjà au 5e, mais ça va sans doute être ma lecture audio du début de cette semaine-là. On est le vendredi 26 septembre, donc je suis encore en vacances pour quelques jours. Je vais essayer de ne pas penser à la suite, en espérant que je vais récupérer avant mon retour au travail. Parce que oui, ma deuxième semaine de vacances a été caractérisée par le fait que mon corps a décidé de se dire pourquoi je ne pourrais pas attraper un gros rhume de la mort pendant la deuxième semaine de vacances, bien sûr. Quelle bonne idée. Il y en a que c'est au début, moi ça a l'air que c'était à la fin. Donc voilà.
Et puis, ben, sinon, ben, s'il y a d'autres petits trucs qui se présentent, je vous amènerai avec moi, évidemment, comme d'habitude. Je sais pas si je vais faire un casse-tête que j'ai acheté tout récemment, peut-être, là, vu que je suis malade, peut-être que je vais essayer de faire un casse-tête. Sinon, ben, ça se peut qu'il y ait moins de variété dans les sorties, parce que j'ai encore beaucoup de difficulté à faire des sorties longues. Puis même là, tu sais, je vous parle, plus que 5 minutes, ça va commencer à être un peu fuzzy. Fait que, ben, on va prendre ça au jour le jour, à l'heure, comme on dit. Puis, ben, sans plus tarder, ben, voilà, on lance le tout. Bonjour, alors on est le samedi 27 septembre et j'ai toujours autant de microbes, mais bon, c'est la vie. Et le matin, je pense que c'est, ben, l'avant-midi. Je suis en vacances quand même, c'est pas tant le matin. L'avant-midi, c'est le moment où j'ai un petit peu plus de vitalité et d'énergie. Donc, je m'étais dit que j'allais essayer de faire un mini-segment avec vous pendant que j'ai encore de la voix. Alors, hier, j'ai lu une BD que je sais qu'il faut que je rapporte bientôt. J'en ai beaucoup entendu parler et j'ai pas été déçue. En fait, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai été prise par surprise parce que je savais pas trop à quoi je m'attendais. Ça va l'air un peu étrange. C'est vraiment du fantasy. Donc, j'étais pas sûre si j'allais accrocher parce que c'est pas toujours d'emblée mon univers. Mais c'est Golem Nani. Donc, ici. Golem Nani de Zimra. C'est publié chez Dracou. C'est une histoire en un tome. Une histoire complète. Et je pense que je vais vous lire la 4e où je vous en parle. Dans le fond, dans cette BD-là, on va suivre Lita qui vit avec ses 2 mamans en campagne. Et ces 2 mamans, on comprend qu'elles sont... Je me souviens plus, voyageuses, exploratrices, bref, elles partent ponctuellement en voyage, un petit peu comme pour le travail. Depuis que Lita est née, semble-t-il qu'elles sont pas vraiment parties. Elles sont pas vraiment parties. Mais quand elles partent, elles confient Lita à ce qu'elle appelle un golem, donc un golem nani, donc une nounou golem. Donc, ici, qui est en fait une créature en argile, qui est pétrie et créée en argile, et qui, selon certaines incantations magiques, dans le fond, va s'animer et va s'animer selon certains programmes en tant que tel. C'est pas des ordinateurs, mais selon certains mandats, dans le fond. Et dans ce cas-ci, ce golem-là, c'est un golem qui est conçu pour prendre soin, en fait, des enfants. Donc, voilà. Et puis, ben là, ben, comme les 2 mamans sont avec Lita, on n'a pas vraiment besoin de golem. Golem est dans un placard en attendant, parce qu'il peut être activé magiquement ou désactivé magiquement selon un petit symbole et tout. Donc, ça commence comme ça. On commence l'histoire alors que les 2 mamans de Lita vont finalement décider de partir en voyage, même s'ils sont comme super inquiètes. En même temps, ils savent qu'il faut quand même que leur vie se poursuive et tout. Donc, ils ont laissé à Lita un petit cahier. Ils partent pendant 10 jours, je pense, donc un petit cahier avec jour 1, jour 2, les tâches qu'elle a à faire, les apprentissages qu'elle a à faire. Il faut qu'elle travaille un peu sur certains trucs comme modeler justement l'argile, pratiquer certains un peu sorts, ben pas sorts, mais un peu, ouais, sorts, mais certaines magies de base pour être sûr qu'elle en vienne à être capable de faire les choses qu'elles font et tout ça. Et elles vont à ce moment-là activer Golem parce que, ben, comme elles partent, ils ne vont pas laisser leur enfant seul quand même. Ben, évidemment, la dernière fois que Golem a été activé, c'est quand Lita était petite. Fait que Golem est encore en mode genre, je vais te nourrir avec un biberon. Donc, c'est un petit peu comique.
Et donc, les deux mamans partent et c'est ça, Lita se retrouve avec Golem. Puis bien entendu, avec le plus de petits cahiers elles lui ont laissé, elle regarde ça au départ, puis il y a comme les tâches ménagères, puis elle est comme bof, bof, bof. Fait qu'elle décide d'aller jouer avec Golem, puis elle a comme compris qu'elle est un petit peu plus trop en phase avec son âge, fait qu'elle essaye un petit peu de genre, lui donner un livre de recettes plus récent pour qu'elle essaye de s'en sortir. Donc ça va comme ça. Après quelques jours où elle s'amuse beaucoup, elle va recevoir une missive qui est assez troublante, donc qui va lui annoncer de façon assez drastique que ses deux mamans sont décédées dans un accident de bateau. Et bien évidemment, va s'en suivre le choc d'une enfant qui devient orpheline. Elle n'est pas seule parce qu'elle est avec Golem, mais Golem, c'est un être d'argile qui ne parle pas. Il n'est pas doué de parole, il est là pour s'occuper de l'enfant, mais il n'est pas là pour parler. Et là, on va voir après ça, évidemment, la réaction de Lita à ça. Sa réaction au départ qui va être en mode... pas déni, mais comme culpabilité. Elle va se mettre soudainement à faire tout le livre avec que ses mamans lui ont laissé avec les tâches, puis ils ont mis des petits commentaires et tout. Puis elle va comme finir par faire ça comme en boucle, en continu, comme juste pour oublier qu'est-ce qui se passe et tout. Évidemment, les choses vont évoluer un peu. Sa relation avec Golem va tranquillement évoluer aussi. Je ne vais pas tout vous dire parce que c'est quand même assez long. C'est une BD qui est assez... c'est une histoire complète, mais des fois, c'est des histoires complètes en 48 pages. Celui-là, je pense que... Je sais pas si c'est une pagination. Ouais. C'est une histoire complète en 112 pages. Donc, éventuellement, on va voir un peu Lita passer à travers les différents stages du deuil. Beaucoup le sens de la culpabilité, alors qu'elle n'a absolument rien à voir là-dedans. On va aussi la voir, évidemment, son réflexe, ça va être de retourner à les seules choses que ses mamans lui ont laissées, donc 2 bracelets en argile qui les représentent, plus le fameux livre de consignes. Puis on sent que c'est comme un peu obsessif. Puis Golem va comme un peu s'en faire, mais il ne peut pas parler, fait que c'est pas trop. Éventuellement, elle va arriver à développer un langage de communication avec Golem, qui va être un langage signé, donc c'est vraiment chouette. Et les choses vont évoluer et tout, mais évidemment que malgré le fait qu'elle va développer une amitié, ça ne pourra jamais remplacer ses parents. Puis éventuellement, elle va faire un essai pour voir si elle ne pourrait pas recréer ses parents en Golem. Je ne vous dirai pas toute la suite. C'est vraiment intéressant, c'est touchant. En même temps, on n'est comme pas dans le larmoyant. Comme on est dans du fantasy, c'est comme possible que, disons, une enfant soit laissée avec Golem puis qu'elle se ramasse orpheline puis qu'elle évolue. Donc, notre cerveau de 2025 dans le monde réel est comme juste, oh mon Dieu, mais cet enfant est seul. Est pas laissée sans soin, mais évidemment qu'elle va devenir un peu... Il lui manque l'amour. Mais ce qui est super beau à voir, c'est comment, justement, tout en authenticité, puis en imperfection, puis en essai-erreur, parce que c'est un humain, puis qu'elle souffre, puis que c'est un enfant, puis c'est plus gros qu'elle, comment elle va réussir à prendre des chemins pour essayer justement de se reconstruire, de trouver des façons de répondre à ses besoins, puis ça va être de développer une relation avec Golem, même si ça va aller dans différents sens, puis on va voir après comment ça va se transformer et tout ça. Il va même avoir des catastrophes, puis heureusement, ça va relativement bien se terminer, mais il y a quand même des choses, il va y avoir encore d'autres petits deuils qui vont arriver dans les pages qui vont venir. Elle a aussi une complice qui s'appelle Cote-Cote, qui est comme une poule automatique, ou je sais pas trop compris, qui est vraiment chouette, mais encore là, qui est un animal qui parle pas. Et puis, éventuellement, on va voir que à travers toutes ces expériences-là qu'elle va avoir, ça sera pas facile, elle va avoir à justement lutter contre la tristesse, le deuil, la dépression, même à son jeune âge, mais que tranquillement, elle va trouver les façons qui, elles, vont l'aider à rebondir, puis il va même se sentir inspiré pour un peu poursuivre le fait de ce que ses mamans avaient fait de partir en exploration et tout ça. C'est vraiment bien fait. Je sais pas, j'ai entendu parler, je sais qu'il a été beaucoup remarqué, cette roman graphique-là, dans la sphère littéraire. Au début, je n'étais pas sûre parce que c'est vraiment un univers qui est typiquement fantasy. Donc, il y a des repères qui sont d'un vocabulaire, une façon de fonctionner qu'on n'est pas nécessairement habitué. Donc, comme je vous dis, les autres, ça fonctionne autour de la magie, mais c'est la magie, j'appellerais la magie utilitaire ou la magie ordinaire. Donc, c'est pas tant lancer des sorts, c'est plus comme vous le voyez-vous, ils vont modeler de l'argile, puis éventuellement faire en sorte que ces créations-là vont avoir une fonction. Donc, elles apprennent même à Lita à comment faire un boisseau qu'appelle, qui est en fait un petit rond d'argile qui va déterminer la prochaine source en fait d'eau qui est loin, qui est pas loin. Mais encore là, il faut comme la modeler, il faut que ça fonctionne bien, il faut qu'on arrive à faire les bons gestes magiques et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était comme vraiment, c'est du fantasy, mais en même temps, ça se veut
sans... Puis oui, techniquement, il y a des créatures magiques, là, le golem est une créature magique, mais c'est comme si vraiment, c'est comme la magie au quotidien. C'est du cosy, mais en même temps, le sujet est quand même vraiment pas évident. Le deuil de parents pour un enfant qui, je dirais, à vue de nez, a, je sais pas, eu 7-8 ans peut-être, ou 10 ans, je sais pas clair, là, pas plus que ça en tout cas. C'est assez impressionnant, mais j'ai trouvé ça intéressant. Les dessins au départ, j'étais pas sûre. Il y avait vraiment quand même, je trouvais que j'étais pas sûre que ça allait me toucher. Je vais donner un exemple, je vais vous en avoir mis, mais c'est quand même un trait qui est un peu particulier, qui est comme très propre, entre guillemets. Puis des fois, moi, les traits qui sont très propres, ça vient pas nécessairement me chercher. Puis c'est quand même assez... la façon dont c'est fait, comme là, voyez-vous, je vais vous montrer un exemple, c'est une page où il y a beaucoup d'accent qui se fait. C'est quand même assez chargé, étrangement, puis c'est des couleurs qui sont prononcées. Fait qu'on dirait que pour l'œil, des fois, c'est plus difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais à un moment donné, on se laisse porter, puis on se laisse prendre par les personnages, puis vraiment, ça vaut la peine. Là. Donc, je sais pas, je pense pas que je vais arriver à focuser, mais j'essaie de vous montrer avec un peu de lumière, là. Peut-être comme ça. Donc, j'ai vraiment aimé ça. C'est un coup de cœur. Hier, je sais pas sûr que c'était un coup de cœur, c'était comme une excellente lecture. Mais là, plus je vous en parle, puis plus, en fait, je trouve que tout est là. Les personnages qui sont restreints, mais qui sont tellement bien créés, puis tellement bien crédibles, même si c'est quelque chose qu'on a de la misère à comme, accepter, ce fait-là qu'une enfant peut devenir orpheline, puis peut se faire prendre soin d'elle par un golem, mais crédible, les émotions sont crédibles. En même temps, on n'est pas dans larmoyant, on est quand même dans certaines phases du deuil, à hauteur d'enfant, donc qui répond à ses propres besoins selon ses propres moyens. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment, ben là, je ne veux pas tout vous divulgacher, mais il y a une certaine émancipation du golem, disons, on va dire, mais sans que ce soit non plus complètement parfait. Donc, on n'est pas non plus dans le golem, tout soudainement devient un humain et il se met à s'animer et parler. On n'est pas là-dedans. Mais il va s'émanciper en quelque sorte, puis ça va contribuer aussi à ce que Lita continue à évoluer elle-même. Mais tout ça a été fait grâce au fait qu'elle a pris des décisions puis qu'elle a pris des actions qui ont fait en sorte que ça a fait découler tout ça, puis ça, au bout du compte, elle a généré cette espèce de un éboulis positif, en fait, d'action. Donc, je sais pas si je vous en parle bien, mais ça vaut vraiment la peine. C'est une nouveauté au Québec. En tout cas, je pense que c'est pas une nouveauté en France, là, mais c'est une nouveauté au Québec. Je pense que c'est paru en août. Désolée, j'ai encore le mépris. Hein, c'est pas juste le mépris, mais en tout cas, c'est paru en 2025 en France, mais je sais pas quand. Mais en tout cas, définitivement, saisissez-le au vol. C'est sûr que comme c'est une bande dessinée de 110 pages, j'imagine qu'elle n'est pas donnée non plus en termes de prix, mais chez Draco, absolument, c'est assez limité. J'ai pas vérifié c'est quoi le prix. Mais sinon, voyez-vous, moi, je l'ai emprunté à la Bibli, donc ça vaut vraiment la peine. Donc, complètement coup de cœur inattendu, je vous suggère absolument. Que vous soyez quelqu'un qui est un adepte de fantasy ou pas, moi, je suis pas tant... Je déteste pas ça, mais c'est pas mon genre de prédilection. Ce qu'on retient là-dedans, c'est particulièrement les personnages, l'histoire, les émotions, l'authenticité, la crédibilité. Désolée pour le bruit. Le partage d'expérience de vie qui nous est fait, puis avec évidemment un contenant en tant que tel qui est comme le côté fantasy, mais c'est pas tant... C'est comme... Oh, l'accent est comme ailleurs. Donc voilà, je voulais juste prendre le temps de vous en parler. Puis ben c'est ça. Sinon, je continue ma lecture en cours du fameux Elisabeth George. Puis ben, je vous tiendrai au courant si j'ai l'énergie de faire d'autres choses. Puis vous partager ça avec vous, on va voir. Mais ben voilà, c'est un petit coucou tout simplement. Mon premier look, j'ai pris 2 robes en tout. Là, on a une petite robe de l'époque Richard, très sympa, très fleurie. Les gants, pour faire un peu stylé, un peu mystérieuse. Les cheveux, c'est en travaux. Et les chaussures, de base, j'avais pris des énormes talons. Et donc là, je suis partie sur des petites chaussures un petit peu plus calmes, un petit peu plus stylées. Est-ce que Louise, tu veux nous faire aussi ton outfit of the day? J'ai trouvé ça sur Vinted, une créatrice qui a tout fait main, donc je suis super contente qu'il a porté au Genocide Festival, je crois.
suis de retour d'une petite aventure que je ne savais pas si j'allais avoir l'énergie de faire, mais finalement, je suis finalement allée à la librairie Le Furteur, une librairie que j'aime beaucoup, dont je vous parle souvent, et en fait, au sein de laquelle j'avais accumulé au fil des années des remises, donc un petit programme de fidélité là, avec les achats et tout. Et là, c'est le moment de la grande remise. J'avais quand même un montant assez solide. Donc, je suis allée et je me suis laissée vraiment emporter par les choix. Ça faisait longtemps que j'en avais mis de côté un peu des livres que je voulais vraiment sélectionner. Puis là, je me suis dit que la règle, entre guillemets, mais c'est pas une règle, mais ce que je me suis dit, c'est que cet argent-là, ça servait surtout à me permettre d'acheter des choses que, en temps normal, je n'achèterais pas. Parce que je ne serais pas tout à fait certaine si c'est tout à fait mon genre, mais qu'en même temps, c'est des livres, tous ces livres-là m'ont intriguée. Puis que j'aurais attendu à la Bibli, mais là, j'avais comme envie de me faire plaisir. Donc voilà pour ça. Et je vais faire un unboxing, donc un unboxing, ben, un book haul. Et ben voilà. Donc, premier achat. Ça, c'était un achat très humble, mais en même temps, pour la longueur que c'est, j'aurais pu aussi le prendre à la Bibli, mais c'est pas grave. C'est un opuscule de mon cher Fabrice Caro. Ben, pas mon cher, mais de Fabrice Caro. Et ça s'intitule Rumba Mariachi. C'est publié dans une collection que je connais pas. C'est chez Esquif ou la collection Esquif. Je sais pas si c'est... Non, c'est les éditions Esquif. C'est un petit opuscule de rien du tout qui pourtant a l'air d'être très coup de poing. Comme Fabrice Caro sait si bien le faire, c'est-à-dire avec une approche d'après ce que je peux comprendre qui est toujours aussi dans l'absurde, mais d'un sujet assez terrible. Je vais la quatrième de couverture, je pense, pour ceux-là, parce que ça va être moins compliqué vu que je les ai lus, mais je pense que ça donne quand même bien l'idée. Attention, trop avertissement, ça parle de sujets durs. Quand le téléphone a sonné, j'étais en train de me pendre. Interrompu en plein suicide, notre narrateur descend de son tabouret et décroche sans se douter qu'il va vivre la journée la plus folle et bizarre de son existence. Personnages atypiques, décalés, enchaînement de situations improbables, malentendus inextricables et mauvaises décisions à la pelle, voilà les ingrédients pimentés de ce texte savoureux et halluciné. Avouez quand même. Donc c'est vraiment minuscule, ça fait 36 pages, même 31 pages parce que ça commence à la page 5. Donc, premier achat d'une collection, comme je vous disais, que je ne connais pas. Donc, s'il y a d'autres titres, a priori, ça m'intéresserait de les découvrir aussi. Chaque ouvrage dans la même collection. Ouais, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y en a un autre en tout cas qui est là. Puis il semblerait qu'il y en aura d'autres apparaître aussi en 2025. Donc, ça se peut que je sois interrompue par mon chat, mais bon. Après, le seul livre québécois que j'ai pris, mais parce que je l'avais vu passer. Et en fait, je savais que ça s'en venait, je ne savais pas qu'elle allait s'en venir aussi tôt. Puis, je ne savais pas sous quelle forme ça allait se présenter. Et en fait, ça semble être un document ado, mais qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup. Et c'est le tout dernier essai de India Desjardins. Et c'est à s'en arracher le cœur. Donc, de India Desjardins, c'est publié chez Québec Amérique. Et dans le fond, le sous-titre, c'est Réflexions sur les filles et l'amour dans la fiction. Je vais quand même vous lire à l'arrière parce que je trouvais que ça présentait bien. C'est ce qui m'a donné le goût. Puis quand j'ai ouvert, je vais vous montrer quelques images. Puis vous allez voir que c'est super intéressant. Comment parle-t-on des filles? Le reflet qu'on leur renvoie peut-il influencer leur perception d'elles-mêmes? À travers une analyse des héroïnes de la fiction, des relations amoureuses, des jouets, des jeux vidéo et des couleurs, cet essai explore les représentations du féminin dans la culture populaire. À une époque où la misogynie gagne du terrain jusque dans les cours d'école, il devient nécessaire de s'interroger. Quel rôle jouent les stéréotypes dans tout ça? Et que se passe-t-il quand ce qui est associé aux filles est sans cesse tourné en dérision, minimisé ou dévalorisé? Porté par les réflexions de grandes penseuses, de Virginia Woolf à Taylor Swift, en passant par Bell Hooks, India Desjardins nous invite avec humour et sensibilité à regarder le monde autrement et à y prendre part activement. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Puis, la façon dont c'est présenté, c'est vraiment par chapitre. Il y a vraiment des bouts qui sont plus en texte suivi, comme un essai standard. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité n'est vraiment pas super bonne, mais il y a aussi vraiment des parties où on est plus dans la créativité et des petits encarts ici. Donc, fun fact, un peu d'histoire. Donc, ça m'a donné vraiment... Je trouvais ça vraiment super intéressant. Il y a même que dit la science, des mises en situation, des ressources aussi.
Donc, on va vraiment référer aux ressources qui sont localement disponibles ici au Québec. Donc, je trouve ça super intéressant. Je sais pas si c'est une table des matières. Oui. Donc, ben, juste pour donner un petit peu une idée. Mais... Donc, ça vient tout juste de paraître chez Québec Amérique. Je suis très, très intriguée. Même si c'est quelque chose, sans doute que ça va faire le tour de choses ou de références. J'aurais peut-être pas tous les mêmes références. Je pense qu'elle a déjà été un petit peu plus jeune que moi, mais pas beaucoup. Puis c'est sûr qu'elle a fait en sorte de s'inscrire dans les référents plus d'actualité. Mais il me semble que ça m'apparaît comme étant quelque chose que tout le monde devrait avoir en main. Donc, voilà. Ensuite, je me suis laissée emporter par l'objet livre. J'ai vu passer le fait que la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, donc en France, faisait une réédition dans un objet assez savoureux, n'est-ce pas, d'une trilogie de Mariam Petrosian qui s'appelle La maison dans laquelle. Donc, c'est une œuvre qui est déjà parue et tout, mais qui ont déjà décidé de faire une réédition. Et on indique ici que c'est de la science-fiction, mais je ne sais pas si c'est... On va voir, peut-être que c'est plus du fantasy, mais bref. C'est le premier tome, donc la maison dans laquelle admirer cette couverture. C'est incroyable. Ben là, il est encore sous blister, puisqu'il était emballé aux autres. Mais bon, je vais la quatrième de couverture, parce qu'il y en a une ici, mais après, je pense qu'une fois que le film plastique va être enlevé, il n'y en aura plus. Si on ne choisit jamais d'entrer dans la maison, très vite, on ne veut plus en sortir. Ici, les règles de l'extérieur ne s'appliquent pas. Les couloirs murmurent et les pièces changent. Aux côtés de Sphinx le mystérieux, du beau Lord et de l'incontrôlable Tabaki, plongés dans les méandres d'un refuge pour des enfants tout sauf ordinaires, une maison dans laquelle tout ce qui leur passe par la tête devient réel. Essayez avec eux d'en percer les secrets. La maison est-elle vivante? Existe-t-il une forêt cachée dans ses fondations? Et qui sont les tombants? Accompagnez nos inoubliables héros dans leur exploration de ce monde insoupçonné et foisonnant, où la mort rôde en permanence, et découvrez le premier tome d'une trilogie hors du commun qui ne vous quittera plus. Habituellement, pas nécessairement mon approche, mais ça résonnait trop bien. C'est en plus, je me souviens pas c'est quelle Pétrosiane, je sais pas c'est traduit de quelle langue. Je vous le mettrai si j'ai le temps de regarder quand je vais faire le montage. Mais bref, celui-ci, si j'aime ça, il y en a 2 autres tomes. Ça se vendait en coffret, mais c'était pas vraiment fallait pas vraiment la peine, il n'y avait pas une grosse économie. Puis comme je sais pas si je vais aimer ça, je vais commencer par un tome. Si j'aime ça, ben peut-être que les autres seront sur la liste du Père Noël. Et sinon, un peu, ben c'est pas dans le même genre, mais c'est une ambiance un petit peu glauque aussi. C'est tous des trucs un peu singuliers. J'ai pas pu résister à ce livre-là, alors que d'emblée, c'était pas nécessairement mon univers. Encore une fois, à cause de l'objet livre, mais à cause aussi de ce que ça promettait comme ambiance, puis de la prémisse qui était proposée. Alors, c'est le Murmure de Fleury Marin, je crois. Fleury Morin, pardon. Donc, Murmure de Fleury Morin, chez Sarbacane, avec cet objet livre incroyable et un livre assez conséquent de 430 pages. C'est juste que c'est quand même c'est aéré et tout ça. Donc, je vais lire la quatrième de couverture pour celui-ci également. La fin de leur scolarité et la croisée des chemins approchent. Astrid et Céleste sont à 2 doigts de savoir si elles pourront étudier à la verrerie. Elles rêvent depuis toujours d'apprendre à extraire et distiller les émotions dont chaque lieu regorge pour fabriquer objets et élixirs. Ce savoir-faire n'est réservé qu'à quelques élus dans la cité de rémanence où chacun est assigné à la place qu'il mérite. Après avoir travaillé si dur, les 2 amis vont intégrer la verrerie ensemble, c'est certain. Mais les règles immuables qui régissent Rémanence sont-elles aussi justes qu'il y paraît? Ça me fait un peu penser à Nous, de Christelle Dabas. C'est quelque chose dans le fait que les gens vont faire, dans Nous, c'est que les gens vont faire qu'est-ce que leur instinct leur dit. Donc, ils ont un instinct spécifique qui va déterminer leur emploi, leur fonction et tout ça. Dans ce cas-ci, c'est un peu comme si on leur assignait une tâche qui est en lien avec leur don. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Puis juste avec la couverture, je ne pouvais pas résister. Je regardais s'il n'y avait pas des illustrations. Je pense qu'il y en a un petit peu. Ouais, un petit peu. Donc, voilà. Et enfin, dernier opuscule que j'ai vu passer, il me semble, chez une booktubeuse qui a l'air assez niché puis qui est un peu hybride comme format. Donc, on dit ici que c'est entre roman graphique, bande dessinée et journal intime. Donc, je vais vous montrer ça ici. Et c'est Pardalita. Et c'est de Johanna Estrella. C'est aux éditions Thierry Magny. Et c'est un
ouais, vraiment un mélange. On a des moments avec des doubles pages, donc du texte suivi et des cases. Mais on a aussi des moments qui sont simplement, je crois, découpés en cases. Je l'ai vu tantôt. Comme ça. Et à l'arrière, ça dit: quand Raquel commence à raconter son histoire, Pardalita est déjà là. Elle est entrée dans sa vie sans fracas, avec douceur et subtilité. Raquel connaît Pardalita de vue, mais elle attend avec impatience ces moments où elle la croise par hasard dans les couloirs du lycée, puis aux répétitions du groupe de théâtre. Chaque fois, Raquel tente de capturer un détail qui lui appartient, comme cette étiquette qui s'obstine à dépasser de son pull pour lui caresser la nuque. Et elle s'interroge: à quelle distance minimale doit-on se tenir de quelqu'un sans laisser entendre qu'on ne voudrait pas de distance du tout? Et donc, c'est ça ma giga récolte. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé avec ce long segment. De toute façon, il faut que j'arrête parce que j'ai plus de voix. Les moments où vous avez vu que j'ai été interrompue, c'est parce que j'ai une quinte de tout qui m'a saisi. Donc, ben, c'est ça, j'espère que ça vous a fait découvrir des titres peut-être un petit peu plus en dehors des normes, puis que vous en avez noté quelques-uns au passage. Bien entendu que je vous tenais au courant quand je vais les lire. Puis, ben, je continue à la lecture de Elisabeth George. J'ai plus la voix pour vous en parler, mais là, on est vraiment dans ce que j'aime d'Elisabeth George. On commence à voir comment un peu Linley et Evers vont être impliqués dans l'enquête. Puis on voit un peu comment ça peut avoir des ramifications avec les personnages impliqués. Ça ressemble un peu à un tome de boucler la boucle, je dirais. Mais c'est tellement bien fait que j'ai pas l'impression en tout cas que c'est forcé. Donc j'adore jusqu'à maintenant. Mais je vous confirme que le personnage principal, entre guillemets, donc celui qui est décédé, c'est un personnage que plus ça va, puis plus on déteste. Donc c'est un peu troublant, parce qu'on est dans sa tête par moment. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. À tantôt! Hey, bonjour vous autres! Alors, on est le mardi 30 septembre et aux surprises, ou pas très grande surprise, malheureusement, les microbes ne me lâchent pas. Donc, je suis encore à la maison, même si techniquement, je serais censée être au travail. Mais c'est pas possible. Donc, grosse rechute depuis 2 jours, encore une fois. Et je vais essayer de me reposer pour la énième fois de ma fin de vacances. J'espère vraiment que demain, c'est la bonne journée pour le retour au boulot parce que je suis un peu tannée de me reposer. Bon, peu importe. Trêve de râlerie, de râlage, hein, n'est-ce pas? Je voulais quand même vous dire que si j'arrive pas à faire grand-chose, malheureusement, si l'énergie n'est pas là, vraiment, même des mini-sorties depuis 2 jours, je suis comme plus capable, donc ça m'a vraiment usée. J'ai quand même réussi à lire et en grande partie en lecture papier. Et donc à terminer le fameux Slowly Dying Cause d'Elisabeth George, publié ici chez Viking. Et c'était complètement... Mais c'était à la hauteur de mes attentes, c'était à dépasser mes attentes, c'est vraiment un coup de cœur. Ça file vraiment comme un tome ultime, disons, de Linley Evers. Pas que toutes les boucles sont bouclées, mais disons que plusieurs boucles ont comme un peu trouvé leur bon lacet pour éventuellement, potentiellement, créer une belle boucle. Donc, ça se termine pas sur des situations qui sont de façon insupportable, en suspens. C'est des choses qui sont pas terminées, mais on sent que les bons pas sont faits par les bons personnages pour aller vers une direction qui va les faire évoluer. On n'aurait peut-être pas besoin d'avoir d'autres Linley Evers. Je dis pas ça pour moi, là. Moi j'en avoir plein. Mais je pense que si c'est le tome ultime, c'est tellement bien fait. On n'a pas l'impression, comme je vous dis, qu'on court après boucler des boucles. On comprend quand même. C'est sûr que c'est un tome où il y a une enquête qui est particulière parce que c'est une enquête qui est officieuse de Linley Evers, donc d'où le pourquoi il n'y arrive pas dès le départ. Ils vont en effet être impliqués indirectement et peut-être éventuellement directement dans l'enquête alors qu'ils sont en pause de leur travail principal. Et ça va donner lieu à des découvertes vraiment troublantes, vraiment dérangeantes.
qui, comme ça sera fait par les voies non officielles, dans le fond, va nous permettre d'aller plus loin encore dans la psychologie humaine, dans les affres de la psychologie humaine, dans la grisaille et la noirceur potentielle de la psychologie humaine. C'est encore une fois un Elizabeth George qui typique dans le sens où c'est jamais des résolutions qui sont satisfaisantes en termes de roman d'enquête manichéen. Donc, c'est plus comme dans la vraie vie, dans le sens où dans la vraie vie, il va y avoir des moments où il y a des choses qu'on va pouvoir amener devant la justice, d'autres pas. Et c'est pas parce qu'on les a pas mis devant la justice que ces choses-là sont correctes. C'est pas parce qu'on les a pas mis devant la justice qu'on n'a pas le souhait que les personnes impliquées soient aient des conséquences. C'est pas parce qu'on amène des choses devant la justice qu'on a l'impression que ça devrait aller devant la justice, donc aussi à l'inverse. Et là, on ne parle pas d'erreur judiciaire. Donc, je ne vais pas trop vous en dire parce que je ne peux pas vous en parler beaucoup en détail parce que c'est vraiment une enquête qui est bien emberlificotée. C'est une enquête où j'ai plus senti, en tout cas que dans les autres enquêtes, qu'Elizabeth George jouait beaucoup avec le lecteur, en fait. Donc, elle joue beaucoup sur la fiabilité du narrateur. C'est un roman à divers points de vue. Comme je vous disais, on va suivre à la fois les enquêteurs, les enquêtrices en fait qui sont sur le cas localement. Ensuite, on va évidemment suivre Evers, on va suivre Linley, dépendant de où ils sont, des fois ensemble, des fois séparés. On va suivre un personnage qu'on a trouvé dans les derniers Elizabeth George, les derniers tomes de l'inspecteur Linley, qui était en lien avec l'inspecteur Linley, qui, elle, se retrouve indirectement liée à tout ça. Donc, on va suivre aussi son point de vue. Et on va évidemment suivre le point de vue de Michael, qui est la personne qui est décédée. Et ça va être sous forme un peu de mémoire ou journal intime. Puis comme je vous disais, c'est un personnage qui, sa parole, le fait qu'il nous amène dans sa façon de penser, c'est une façon de penser qui est tordue. Mais comme l'humain peut l'être à la limite, et moi en tout cas ça m'a repoussé, mais il faut vraiment s'accrocher parce que ce roman-là, c'est jamais juste ce qui est à la surface. C'est troublant jusqu'à la dernière minute, on se dit, je peux pas avoir compris qu'est-ce que je viens de comprendre. On se sent mal de comprendre qu'est-ce qu'on vient de comprendre, et on se dit jusqu'à la dernière minute, mais non, ça se peut pas, c'est pas ça que donc, je vous dis, c'est dur, là, je suis obligée d'en parler de façon floue, mais sincèrement, là, ça va sortir en français de toute façon si vous ne lisez pas en anglais. Donc, Une si lente agonie, je vous rappelle. Si jamais vous vous embarquez là-dedans, c'est un des Elizabeth George qui est le plus dans la, je dirais, grisaille noirceur, mais qui nous prend vraiment au trip, qui nous confronte beaucoup à vraiment nos convictions, nos valeurs sociales, nos préjugés, nos biais, notre perception de la justice, notre... En tout cas, c'est vraiment bousculant, c'est super bien fait. Les personnages principaux évoluent. Encore une fois, pas de façon miraculeuse. C'est ce que j'aime avec Elizabeth George, c'est toujours crédible. Elle prend toujours le temps de bien nous faire vivre un peu l'intériorité du personnage sans que ça apesantisse, sans que ça plombe le rythme. C'est toujours super bien équilibré, toujours un bon rythme, une bonne alternance des points de vue dans ce cas-ci. Mais elle nous permet de justement être à l'intérieur du personnage. Ce qui fait que pour nous, les changements qui s'opèrent n'ont pas l'air d'être juste comme collés là par rapport. Puis s'il y a des changements, comme on a accès à l'intériorité du personnage, on perçoit que c'est pas nécessairement des changements qui se font comme ça. C'est pas nécessairement des changements qui vont jusqu'à la racine, ou c'est pas nécessairement des changements qui sont acceptés 100% par la personne, mais qui se rend compte que finalement, ce changement-là est en cours. Donc, je trouve que c'est tellement vrai, authentique, représentatif de comment l'humain fonctionne pour dans la vie normale. C'est par à-coup que les changements vont se passer. Souvent, il va y avoir plein de choses qui vont nous tomber sur la tête. Ça va nous faire prendre des résolutions, pas des résolutions, mais ça va nous faire, avoir des prises, des réalisations en fait de certains, de où est-ce qu'on en est et tout ça. Mais des fois, on a une prise de conscience, c'est ça que je cherchais comme mot, une prise de conscience, mais ça ne veut pas dire nécessairement, comme on a eu la prise de conscience, que l'action va suivre ou que le changement va se poursuivre. Fait que souvent, ça va être comme une grosse avalanche de changements, soit un déni, un blocage, après ça, oups, une prise de conscience, mais on reste quand même dans le déni, ou on va ailleurs pour se dire qu'on n'a pas vu le changement. Fait que c'est tout ça, Elizabeth George,
Fait que vraiment, puis tu sais, ça reste un roman policier. Là, je vais vous en parler comme si c'était juste un roman contemporain, mais c'est un roman policier, donc je ne sais pas quoi vous dire pour vous faire découvrir Elizabeth George si c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, je vous envie parce que, tu sais, ne pas avoir lu encore Elizabeth George, ça serait génial. Il y a 22 tomes, si j'ai bien compris, dans la série des inspecteurs Linley et Evers. Ils peuvent techniquement se lire pas dans l'ordre, mais je dirais qu'à partir de peut-être la moitié des tomes, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie des personnages qu'éventuellement, c'est sûr qu'on va se faire divulgacher. Puis les choses qui se passent pour les personnages principaux ont tellement un impact sur leur évolution pour la suite et sur surtout comment ils vont recevoir et comment ils vont travailler pour les prochaines enquêtes que ça vaut la peine de les lire dans l'ordre. Les premiers tomes d'Elizabeth George, vous allez voir, c'est tranquillement qu'on commence à comprendre les personnages. Tranquillement qu'on commence à s'attacher. Au début, ils veulent pas qu'on s'attache à ces personnages-là. Linley, c'est vraiment un genre, il a l'air d'être un aristocrate qui veut rien savoir puis qui s'aime beaucoup. Evers a l'air d'être quelqu'un qui est une transfuge de classe, mais qui est comme vraiment en mode genre, je le sais, puis genre, j'assume, puis c'est pas vrai que je vais me conformer. C'est sûr que plus ça va aller, plus le vernis va craquer, puis plus on va se rendre compte que non, c'est pas des personnages unidimensionnels. Puis dès le départ, c'est planté ça comme semence dans l'univers d'Elizabeth George. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ça. Évidemment que là, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire pour la suite des choses. D'autant plus que j'ai aucune idée si je vais pouvoir lire, de toute façon. Donc, vu mon cerveau, c'est déjà impressionnant que j'arrive à vous parler aussi longtemps. Donc, on verra bien. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Je ne sais pas s'il va y avoir eu beaucoup de lectures cette semaine, finalement. On va voir. Mais dans l'état dans lequel je suis juste contente d'avoir pu vous parler un peu. Donc, ben voilà. Je vous tiens au courant de ce qui va se passer. Mais définitivement, une de mes lectures marquantes de l'année, ce nouveau Elizabeth George-là, et peut-être ce dernier pour les Linley, je pense. Et je sais qu'aujourd'hui, je devrais recevoir le tout nouveau Richard Osman, puis je me demande si, donc il est le 1, 2, 3, 4, 5e tome de la série du Thursday Murder Club. Je ne sais pas si je vais m'enchaîner tout de suite. Je vais voir, parce que j'aime ça de l'avoir en livre audio. Je n'ai pas accès au livre audio, donc je vais voir si peut-être je peux attendre un peu, voir si c'est bien accessible via les plateformes auxquelles je suis abonnée. Donc, je vais voir, mais j'aime bien recevoir les livres. Cet automne, ça se passe bien. Je reçois les livres, les nouveautés, les précommandes, puis je les lis. Donc, je suis bien contente. C'est un peu ça le but des précommandés. Donc, c'est ça. On va voir pour la suite des choses. Mais voyez-vous, là, voilà. J'ai atteint ma limite de concentration. C'est pour ça le blabla. Je vais donc aller me reposer pour un bon 1 heure, vu que là, j'ai fait beaucoup trop de concentration en 10 minutes avec vous. Puis ensuite, ben, si je peux vous reprendre, je le fais. Sinon, on se retrouve au courant de la semaine si j'ai d'autres choses dont je peux vous parler. À tantôt! Hey, bonjour aux autres! Alors, toujours dans cette fameuse dernière journée de septembre où je suis encore en convalescence. Et, mais comme prévu, j'ai reçu un livre, donc je vais vous montrer le fameux livre que j'ai reçu, que j'ai précommandé, donc le tout nouveau Richard Osman dans sa série du Thursday Murder Club. Évidemment, j'ai pas pris mes ciseaux, donc je vais faire du bruit. Je vous avertis. C'est parti pour le déballage. Et orange. Et ça tombe bien en plus. Ça n'a aucun rapport, évidemment, vous allez me dire, mais aujourd'hui au Canada, on est le 30 septembre et c'est la dernière journée du mois de septembre. Oui, le 30 septembre, toujours. Donc, on est la Journée nationale de vérité et réconciliation, qui est une journée qui a été mise en place par le gouvernement fédéral dans le cadre, entre autres, d'une démarche de reconnaissance de ce qui a été fait comme tort aux Premières Nations au Canada depuis l'arrivée des premiers colons en Amérique au Canada. Et donc, c'est une journée pour se souvenir, une journée pour apprendre à mieux connaître la culture des Premières Nations au Canada. Bref, voilà. Et le symbole de cette journée-là, c'est, il y a beaucoup de gens, qu'en anglais, c'est la journée, je pense, du chandail orange, parce que ça fait aussi référence à une réalité qui était les enfants des Premières Nations étaient souvent disparus et on ne les recherchait pas, comme pour les femmes des Premières Nations aussi, pour des raisons de, bien entendu, racisme et de plein d'autres raisons qui sont absolument aucunement valables. Donc, c'était l'idée de se dire, on porte un chandail orange pour, dans le fond, stimuler un peu pour offrir de la visibilité à cette cause-là. Puis là, ben, dans le fond, c'est un peu devenu symbole aussi de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.
tout ça pour dire que quand j'ai vu la couleur orange, j'ai pas de gilet orange moi aujourd'hui, j'aurais dû, mais j'en ai pas. Je me suis dit, je vais toujours bien avoir mis un peu d'orange dans la journée. Et le voici! Donc, The Impossible Fortune de Richard Osman, le tome 5. Puis je pense que je peux pas vous lire la 4e de couverture, parce que évidemment, ça se passe après le tome 4 où c'était un des tomes les plus émouvants, un des tomes qui bouclait beaucoup de boucles, mais qui impliquait nécessairement aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sujets assez rudes abordés et tout ça, tout en mêlant à tout ça une enquête. Donc là, bien évidemment, ce que je comprends, c'est que c'est un an après. Donc, je peux donc au moins vous dire ça. Bien hâte de le lire. Comme je vous disais, je vais essayer de voir si je peux le lire en livre audio. Donc, pour le moment, j'enchaînerai peut-être pas cette semaine, mais je me le garde, puis c'est sûr qu'il faut que je le lise. Si je le saute maintenant, il faut que je le lise cet automne, mais c'est pas... Quand je dis faut, c'est sûr que ça va arriver. Là. Dès que je vais juste me décider à sans doute acheter le livre audio, ça devrait aller. J'attends un petit peu juste au cas où il devienne disponible, comme je vous disais, sur les plateformes auxquelles je suis abonnée, mais si c'est pas le cas, ben j'achèterai et c'est tout. Alors voilà pour la précommande du jour. Et ben, comme j'ai dû brièvement faire un très bref déplacement pour des raisons médicales, ben en fait, dans l'auto, j'aime ça, écouter un livre audio, vous savez. Puis ben là, justement, en raison de ça, je savais pas trop quoi faire. Est-ce que je commence à Richard Osman? Il me restait aussi 5 heures d'écoute audio à dépenser aujourd'hui avant la remise à 0 des heures pour une des plateformes que j'ai. Puis je me disais, mon Dieu, un livre de 5 heures, il n'y a pas tant de choses que ça. Puis là, j'avais vu que j'avais un livre que j'avais mis dans ma liste de lecture potentielle là, que j'avais envie de faire, qui était un livre que j'avais aussi en papier et qui était vraiment tentant. Donc, c'est celui-ci. C'est un roman jeunesse. Donc, c'est Olivetti et c'est de Ali Millington. Et c'est un roman qui offre une perspective un peu hors du commun. C'est-à-dire que on va retrouver... Ben, c'est l'histoire d'un garçon, une machine à écrire et l'histoire que les deux, en fait, ben, qui les unit les deux. Et dans le fond, c'est l'histoire de Olivetti, évidemment, une machine à écrire de marque Olivetti, qui a toujours vécu dans une famille où il y avait énormément de livres. Elle a toujours été entourée de livres jusqu'éventuellement elle devienne entourée d'un ordinateur. Et ce que je comprends, c'est qu'éventuellement, il y a une des personnes de la famille Brindles. En fait, c'est la famille Brindles. Puis évidemment, cette famille-là va un petit peu oublier Olivetti. Et jusqu'à ce qu'en fait, un garçon qui s'appelle Ernest de la famille, je pense, la redécouvre parce que c'est un amoureux des mots. Bref, éventuellement, je crois que Olivetti va se retrouver dans un pawn shop parce qu'une des membres de la famille va être allée la porter là-bas. Or, cette membre de la famille-là va disparaître. Puis là, ben, Olivetti va essayer de aider Ernest à retrouver cette membre de la famille-là indirectement en brisant la règle de toute bonne machine à écrire, c'est-à-dire en répondant aux interrogations qui vont être tapées sur la machine à écrire. Donc, c'est ce que j'ai compris. Donc, ça va l'air super intéressant. J'ai vraiment envie de le lire en plus. Donc, il y avait ça. En même temps que je lise comme j'écoute les 5 heures aujourd'hui, donc je vais voir. Je ne savais pas si je voulais me comme plonger là-dedans ou pas, mais c'est quand même de toute façon intéressant à lire. Puis je vais quand même vous le présenter. Je ne sais pas si c'était traduit en français. Si c'est le cas, il y aura une vignette. Si vous ne voyez pas de vignette, c'est que c'est pas traduit en français. Mais c'est un roman jeunesse, donc c'est écrit super aéré. Là. Voilà. Et sinon, ben écoutez, ce que j'avais fait, c'est que j'ai quand même la version électronique d'un roman des éditions Glevent, que ça serait mon second, en fait, le deuxième que j'avais. Au début, j'avais réussi à pouvoir obtenir ces romans-là. C'est difficile de les obtenir outre-mer. Maintenant, ils ont des diffuseurs, mais avant, des distributeurs, mais avant, il n'y en avait pas. Bref, c'était le second, puis ça m'avait gros intéressé. Puis je l'ai en numérique, donc en roulant, je l'ai écouté en lecture d'accompagnement, ce qui n'est pas idéal, mais bon, au moins pour me donner une idée. Et c'est La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Il fait également partie de ma pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc je me suis dit, bah écoute, je peux quand même le commencer. Et ben, je vais vous relire le résumé parce que j'en avais parlé, je pense que peut-être 2 ou 3 blogs, mais au moins ça va vous remettre en contexte parce que finalement, je sais pas, je vais essayer de commencer. Je suis rendue pas très loin. Je suis rendue à la page 28 sur
450, mais c'est un livre qui est vraiment, les éditions Hurlevent, c'est leur principe, c'est que c'est des livres qui se tiennent super bien, qui sont assez légers, puis sont très aérés, écrits gros sur les pages. Donc, c'est sûr que c'est 458, mais c'est peut-être pas exactement... Bon, bref. Je viens tout juste de commencer. Avec mon petit signet, là, je suis toujours bien excitée de vous le montrer, celui-là, le signet An Incorrigible Girl. Voilà. Donc, voici pour la quatrième de quota, je vous la relis rapidement. Angleterre, 1841. Helena Quincy, fille du comte de Winchester, mène une existence paisible au cœur de la campagne anglaise dans un écrin de verdure qu'elle se plaît à parcourir à cheval, au détriment de ses leçons d'étiquette dont elle se passerait volontiers. Mais le calme de son quotidien est brisé lorsqu'elle assiste dans la ville de Southampton à une scène d'une rare violence entre un maître d'œuvre et son employé, un enfant d'à peine 10 ans. Cet événement bouleverse Helena, qui ne parviendra pas à retrouver la sérénité avant d'en avoir apporté un peu à ses enfants. Une décision qui l'amène bien malgré elle dans l'entourage de la reine Victoria. À Buckingham Palace, Helena découvre un milieu qu'elle ne connaît pas et est emportée dans le tourbillon de complots et de mondanité qu'est la cour. Et alors qu'elle se fait quelques alliés et que la passion amoureuse s'invite, des figures menaçantes commencent à se dessiner, avides de la plonger dans le déshonneur, tandis qu'au-delà des grilles majestueuses du palais, le peuple gronde. Donc, c'est vraiment tentant. Puis je sais qu'il avait été gros aimé par tout le monde, donc je décide de juste pas tergiverser. Je vais lire celui-là. Au pire, il va me prendre la semaine à lire parce que j'étais en papier puis je l'ai en numérique, puis c'est sûr que c'est pas toujours stimulant de lire en lecture d'accompagnement. Mais je vais m'en tenir à celui-ci. Donc, ce sera sans doute la troisième lecture de ce vlog-ci, donc deuxième roman. Voilà. Donc, je voulais juste vous présenter tout ça. Et puis, ben, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire de stimulant. Je repars de ce pas dans ma convalescence hydratée et reposée. Et ben, c'est ça. On se dit à tout bientôt. Hey, bonjour. Alors, on se revoit en mode studio mobile. J'espère que vous n'aurez pas trop le bruit du ventilateur, mais bon, sinon je vais cramer. Donc, et vu cette savoureuse luminosité qui va sans doute être infernale à gérer quand je vais faire le montage, c'est pas grave. Je viens vous parler parce que, oui, je vais vous le montrer aussi. Ça, c'est une des pochettes de Piketty Bookin, système de Piketty, que j'ai depuis longtemps, mais que j'avais jamais utilisé avec ce côté-ci, puisque c'est une pochette réversible. Je vais vous la montrer quand même parce que c'est trop chouette. Je l'avais acheté parce que c'est une pochette à thématique Jane Austen. Puis là, ben voilà, donc, super chouette pochette avec un intérieur, comme vous avez vu ici, fleuri. Mais là, comme ce que j'avais mis à l'intérieur, ça ne concernait pas Jane Austen, mais bien Buckingham. Donc, c'est bien La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. Avec mon petit marque-page trop chouette. Et que j'ai terminé. Donc, que je vais avoir finalement pas mal dévoré en lecture d'accompagnement. Malheureusement, j'ai fait des bouts en papier, mais c'est sûr que finalement, j'ai eu plus... avec la semaine que j'ai eue de retour au travail, j'ai dû en fait fonctionner comme j'ai pu. Et c'était par lecture d'accompagnement. Mais malgré tout, j'ai pu bien profiter de la plume de Shannon Malka. Comment je sors de cette lecture-là? Ben, quand même, assez ébouriffée, surprise, agréablement surprise. C'est un roman pour moi qui va avoir vraiment eu une teinte de roman historique comme je peux les aimer, c'est-à-dire que vraiment c'était une époque que j'ai moins connue de l'Angleterre, donc c'est la reine Victoria, mais à l'époque où il y avait certains mouvements qui étaient considérés, c'est mentionné dans le livre, puis j'ai quand même lu un peu dessus, mais qui s'appelle le mouvement chartiste, donc des mouvements qui étaient ouvriers et qui travaillaient fort pour faire valoir des droits pour les gens justement qui étaient des ouvriers, qui n'étaient pas des propriétaires, parce qu'il y avait eu une réforme peu de temps avant le moment où ça se passe, donc 1841 là. Il me semble que c'est 1835 ou en tout cas au début des années 1830, où il y avait eu une réforme du droit de vote et ça ouvrait le droit de vote à plusieurs personnes, mais c'était un des prérequis, c'était que la personne soit un propriétaire foncier. Et donc, évidemment, que tous les ouvriers n'étaient nécessairement pas des propriétaires fonciers. Ça faisait en sorte qu'il y a une partie de la population qui n'avait pas vraiment un droit de vote. Et bon, ce mouvement-là s'est développé et plusieurs cellules de ce mouvement-là, finalement, étaient assez extrémistes. Il y a eu... il y a des émeutes, des manifestations qui ont fait en sorte qu'il y a eu même des morts, donc tout ça. Donc, c'est sûr que c'était une réalité qui était présente à l'époque, qui est là pour la reine Victoria, et avec laquelle, dont il fallait tenir compte. C'était considéré comme une menace.
mais c'était quand même un mouvement qui, a priori, si on exclut les moyens qui étaient employés, avait comme ambition de faire valoir le droit de tout le monde, donc pas juste les nobles, pas juste l'aristocratie et tout ça. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé comment l'époque était amenée. On faisait vraiment bien comprendre le contexte. C'était intéressant d'avoir le regard, bien entendu, de quelqu'un qui faisait partie de l'aristocratie, des nobles en fait, et qui soudainement, d'un coup, se faisait ouvrir les yeux sur la réalité. Donc, la personne d'Helena. Évidemment, ça s'est bousculé assez rapidement parce que, comme techniquement, le fameux article, Helena va avoir pris position pour essayer de défendre le droit des enfants qui, à l'époque, travaillaient énormément. Et les enfants orphelins, surtout, se faisaient vraiment... on abusait d'eux, entre guillemets, dans tous les sens. Pas entre guillemets, en fait, dans tous les sens du terme. Que ce soit en termes de force de travail, mais ils étaient très peu payés, très souvent maltraités et tout ça. Donc, tout ce contexte-là est bien mis de l'avant. Le personnage d'Helena Quincy, de Lady Helena Quincy, c'est quand même un personnage qui est très... ça m'a un peu dérangé au début, mais qui est très fougueux, impétueux, de la jeunesse, sans nuance, bien entendu, au début, comme on peut être quand on est vraiment un jeune adulte. C'est comme pas clair l'âge exactement qu'elle a, parce qu'elle est envoyée éventuellement pour être en contact avec la reine Victoria, comme je vous ai lu le résumé. Et en fait, je vais pas tout vous dire, mais il va éventuellement devoir évoluer au sein de la cour et de façon très rapprochée autour de la reine Victoria. Malgré que c'était absolument pas une de ses ambitions, que c'était une femme justement une jeune femme qui voulait avoir son indépendance, qui voulait se lancer dans la défense des causes qui l'intéressaient, puis qui justement ayant découvert le fait que soudainement, que dans le fond, il y avait d'autres types de personnes qui existaient dans le monde, puis que ces gens-là souffraient, puis qu'elle voulait les aider. C'était pas quelqu'un qui était fait dans la nuance, quelqu'un qui était entêté un peu, puis qui dit qu'est-ce qu'il pense, fait que c'était pas particulièrement sa place nécessairement d'être à la cour, mais en même temps, elle n'a pas eu trop le choix. Donc, on va la voir là-dedans. Fait que le côté impétueux, le côté facilement impressionnable, qui va tout de suite monter sur ses grands chevaux pour la bonne cause. Au début, je me disais, ouais, c'est pas très mature. En même temps, mais je me suis demandé même si c'était un roman qui était pour les jeunes adultes, ce qui n'était pas grave. C'est juste que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais finalement, en même temps, je me suis dit, à cette époque-là, malheureusement, les femmes étaient vraiment maintenues dans l'immaturité, volontairement, dans le sens que tant qu'elles n'étaient pas mariées, étaient considérées comme des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent mariés. Donc, c'est sûr que ça faisait pas construire nécessairement la maturité puis la nuance, encore plus du côté des nobles, bien entendu. Les enfants, malheureusement, du monde ouvrier, ben, comme ils se ramassent dans les usines ou dans les mines à genre 7-8 ans, ben, c'est sûr que ça les faisait vieillir plus vite dans certains aspects de la vie. Mais bon, fait que ça, au début, ça m'a dérangé. Après ça, je me suis dit, est-ce qu'on va juste faire cet aspect-là de ce personnage-là? Est-ce qu'on va laisser les autres dimensions du personnage? Finalement, non. Donc, on va vraiment voir s'approfondir le personnage. On va comme suivre son évolution en temps réel. C'est une évolution qui va se passer à vitesse grand V, un peu parce que par la force des choses. On va voir, évidemment, toute sa... On va être un peu comme émerveillé / outré au même moment en découvrant ben c'est quoi en fait la cour, puis comment ça fonctionne, puis les intrigues de cour, puis que ce soit les émois, mais aussi les intrigues politiques, puis les secrets et tout. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. On est d'emblée en face des personnages masculins qui pourraient typiquement être dans des tropes de romance. Donc on a vraiment quelqu'un qui est un personnage qui est très désagréable, qui est la personne qui va amener Helena chez la reine la première fois et qu'Helena déteste complètement. Puis évidemment, un autre homme qui évolue dans ces eaux-là, qui est quelqu'un qui est très affable, aidant, accueillant. Puis dans les deux cas, elle va avoir des échos à l'opposé de ce qu'elle perçoit, elle, par rapport à ces gens-là. Puis ça va vraiment être un roman quand même où jusqu'à, disons, je dirais presque la moitié du livre, on est quand même, nous, comme lecteurs, autant menés en bateau que le personnage par rapport à qui sont vraiment ces gens-là. Est-ce qu'on peut s'y fier? C'est quoi leur tempérament? C'est quoi leur... est-ce qu'ils vont finalement finir par se retourner contre Helena et tout ça? On a envie que ça se passe bien pour elle. Il va y avoir des écueils. Bon, c'est quand même un roman qui
qui est entre guillemets un roman feel-good, même si c'est un roman historique, dans le sens où il y a des écueils, ils peuvent être majeurs, mais il y a comme... c'est toujours comme un peu le meilleur qui va ressortir. C'est pas nécessairement magiquement réglé, mais c'est toujours un peu comme le meilleur de la situation qui va en ressortir au final. Donc, c'est ça. Donc, la chose qui m'a fait un peu revenir à ma perception du début, c'est que ça s'est bouclé assez rapidement, finalement. Ça déboule. OK, j'en viens. C'est super haletant, étrangement. Au début, je me disais, ça va être plus comme des intrigues de cours. Non, mais bien vite, il y a assez de choses qui se passent. Il y a assez de choses qui se passent dans les coulisses de la cour, des choses sociopolitiques qui se passent, puis on est mis là-dedans. Puis là, Elena, elle se mêle de tout. Fait qu'évidemment que elle est toujours comme soit au bon endroit au bon moment, mais pas nécessairement avec la bonne approche, ou ben non, elle n'est pas au bon endroit au bon moment. Puis là, ben, ça crée des problèmes. Fait qu'on est vraiment pris, on a envie de savoir le dernier quart du livre. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer. J'étais vraiment pris, j'étais comme un peu en suspens et tout. Mais cela dit, il y a beaucoup de choses. Disons, il y a plusieurs années qui vont se passer en genre 30 pages. Donc, c'est correct, là, parce que dans le fond, il fallait... je ne sais pas si a priori, si ce livre-là était d'emblée plus long. C'est correct aussi qu'on a accéléré le rythme vers la fin, parce que dans le fond, on tendait vers quelque chose qu'on pressentait qui allait potentiellement arriver, qui était comme souhaitable, entre guillemets, jusqu'à un certain point, parce que ça implique quand même des gens qui sont là ou qui sont plus là. Je ne peux pas dire plus, pas vous divulgacher. Mais j'ai quand même trouvé que ça déboulait un peu vite vers la fin, puis c'était comme un petit peu comme jovialiste, disons, comment ça s'est terminé. Mais j'ai aimé apprendre à découvrir les personnages. J'aurais aimé en apprendre un petit peu plus sur les personnages, disons, secondaires, mais qui évoluent plus proches de Elena. Il y a des personnages dont j'aurais voulu que le destin soit un peu plus décrit, mais c'est par ma préférence, mais ça prouve que dans le fond, elle les a rendus crédibles, elle les a rendus fascinants assez pour que j'ai eu envie d'en savoir plus. Puis pour moi, c'était doublé d'un sentiment d'avoir envie d'en savoir plus sur cette partie-là de l'époque. Puis après, en lisant la note de l'autrice, on voit que c'était un peu ça aussi son objectif avec ce livre-là. Donc, j'étais agréablement surprise. Vraiment, concernant le rythme de ce livre-là, à part, comme je vous dis, la fin, pour moi, ça déboulait un peu trop vite, mais sinon, il n'y a absolument aucun problème de rythme dans ce livre-là. On est vraiment pris, ça déboule bien. Comme je vous dis, il y a peut-être juste certaines maladresses des fois où je me disais, bon, on nous a plus expliqué des émotions que les faire vivre au lecteur. Fait que des fois, ça se replace vers la moitié du livre. Donc, tu sais, je me suis dit, c'est peut-être plus comme une maladresse et tout. Mais très intéressant. C'est sûr que là, c'est aux éditions Hurlevent. Ici, malheureusement, malgré leurs grands efforts, parce qu'il y a un diffuseur canadien, c'est pas dans les librairies de façon courante, donc souvent ça va être sur commande. C'est un peu c'est vraiment plus difficile d'avoir accès aux ouvrages des éditions Hurlevent de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais moi, voyez-vous, je l'avais, moi j'avais commandé parce que j'étais dans la commande précommande, mais là avec les réalités qui sont différentes maintenant en Europe, surtout même pour les envois de livres, il y a certains tarifs de poste qui ont disparu, qui fait en sorte que le coût d'envoi d'un livre de France vers le Canada a vraiment explosé. Donc, des fois, je me dis, bon, ça ne vaut pas tant la peine, en plus avec la conversion en euros versus le dollar canadien. Mais bon, ça, je l'avais fait à l'époque quand c'était encore faisable. Et par contre, c'est pas tous les livres des éditions Hurlevent qui sont disponibles en livre numérique, mais celui-ci l'est. Puis, dans le fond, il est accessible sur 3 plateformes, je pense, à l'achat. Donc, il est accessible via Apple Books, Kobo, puis ben Amazon, si vous voulez, là, donc dans le principe Kindle. Donc, si jamais vous voulez quand même découvrir certains des ouvrages des éditions Hurlevent, je vous invite à les découvrir, même si vous êtes de ce côté-ci de l'Atlantique. Vous pouvez les découvrir en numérique, c'est super intéressant. Mais particulièrement celui-là, je pense dans les 2 à date que j'ai lus, j'ai vraiment aimé celui-ci. Je pense que c'est à cause de l'époque qui m'a intéressée, le côté aussi royauté que j'aime beaucoup. La princesse Victoria n'est pas nécessairement dépeinte à son meilleur, mais en même temps, on sait tous que de ce qui est resté de l'histoire, en fait, c'est qu'elle avait vraiment du caractère, puis que, ben, des fois, ça pouvait être, si on n'était pas du bon côté de la reine Victoria, on peut se faire ramasser un peu. Donc, on n'est pas dans le côté idyllique de la reine Victoria, on est vraiment dans le côté, ben, c'est une souveraine, elle a des décisions à prendre, puis
elle aime pas ça quand elle a l'impression qu'elle est trahie. Puis ben dans la cour, ça va arriver quand même potentiellement souvent. Donc, j'ai beaucoup aimé les putes. Donc, voilà. Je sais que Shannon Malka, elle a écrit, il me semble, un autre titre aux éditions Hurlevent, plus un titre jeunesse il n'y a pas longtemps chez un autre éditeur. Mais j'ai bien envie de peut-être découvrir son autre titre si c'est le cas parce que j'ai bien aimé sa plume. Alors voilà, donc c'était ma lecture de ce deuxième roman de ce vlog et ce sera aussi la conclusion de ce vlog-ci parce que ça a été quand même une semaine de reprise pas évidente. Je suis contente quand même d'avoir réussi à lire puis d'avoir passé un bon moment en Angleterre. Finalement, ça s'est passé en Angleterre cette semaine-là pour moi, à l'exception de ma lecture graphique, là, mais ça s'est passé en Angleterre puis j'ai bien aimé ça. Pas besoin de prendre l'avion, pas besoin de polluer, juste me laisser porter entre les lignes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais vous avez des suggestions, des commentaires sur les livres que je vous ai présentés. Est-ce que vous avez lu le tout nouveau Elisabeth Jones? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous êtes un adepte ou pas? Est-ce que vous connaissez les éditions Hurlevent? Est-ce que vous connaissez Shannon Malka? Je sais que Sarah Yarmon vient tout juste de sortir, ou ça paraît tout bientôt, en tout cas un tout nouveau livre avec un tout nouveau design aussi, aux éditions Hurlevent. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous manifester, ça va me faire plaisir de vous lire en commentaire. Je vous souhaite bien évidemment des tonnes de belles lectures. Puis ben, nous autres, on se revoit dès que possible, soit au prochain vlog sans faute. Allez, à la prochaine!